Plus de 150 millions d'exemplaires vendus, une histoire traduite dans 80 langues, 115 récompenses et prix internationaux, L'Alchimiste de Paulo Coelho raconte l'histoire de Santiago, un jeune berger andalou qui part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Sa vie a fasciné des millions de lecteurs et changé leur trajectoire de vie et sans doute aussi leurs rêves. Le rêve d'Amaury est à la fois simple et compliqué. Il cherche un sens à sa vie. Il s'embarque alors dans un long périple, apprend à écouter son cœur et à lire les signes du destin. Vous écoutez Transfert, épisode 361, un témoignage recueilli par Benjamin Septem-Ours. En 2015, je travaille en tant que chef de projet et traducteur dans une agence de traduction à Munich. J'y travaille depuis un peu plus d'1 an. Je vis une vie très agréable à Munich, j'ai des amis avec qui je me plais énormément. La ville est très agréable, très belle. En plus, je suis à côté des préalpes bavaroises, donc je peux profiter des montagnes. Vraiment, j'ai une vie qui me plaît, sauf que, en réalité, dans ma vie, je suis vraiment dans une impasse sur le plan professionnel, en fait. Mon métier, il consiste principalement à être assis derrière un ordinateur toute la journée, à envoyer des mails, à faire quelques petites traductions de temps en temps et à relire d'autres traductions, mais principalement à envoyer des mails. Le problème, c'est que pour moi, cette vie, elle manque de sens, en fait. Et c'est surtout que je me dis que cette situation qui est certes très agréable, mais qui ne me va pas parce que c'est trop calme, il me manque quelque chose. Et j'ai un peu l'impression d'être comme dans une cage dorée, c'est-à-dire que je me dis, est-ce que je dois garder cette vie très agréable, mais taire en moi cette intuition qui me dit qu'il y a quelque chose qui me convient pas, ou alors est-ce que je dois tout envoyer bouler et puis partir sur quelque chose de complètement nouveau. Puis à force d'y réfléchir, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, je me dis, bon, si je ne me sens pas épanoui dans ma vie, eh bien, il faut que je change ça. Il faut que je change cette situation. Je dois être responsable de mon propre épanouissement. Je ne peux pas attendre que la vie fasse le travail pour moi. Donc, il faut que je me lance dans un projet, dans quelque chose de nouveau pour essayer vraiment de tendre vers cet épanouissement. Alors, à partir de ce moment, je commence à me poser beaucoup de questions sur moi, à savoir quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je voudrais vivre plus tard dans ma vie. Et en parallèle, je découvre les livres d'un homme qui m'influence énormément, à savoir Mike Horn, et je découvre son livre Latitude Zéro, dans lequel il fait le tour du monde en suivant l'équateur sans utiliser de moyens de transport motorisés. Et ce livre me bouleverse, je trouve absolument incroyable ce qu'il fait. Et cet homme devient très vite, à mes yeux, le plus grand explorateur du 21e siècle. Et les livres de Mike Horn m'inspirent énormément. Et donc je me dis, bah tiens, pourquoi moi aussi je pourrais pas me lancer un peu dans un projet comme ça. Et puis je commence à dessiner tout doucement le contour, les contours de ce projet. Et je me dis, ben en fait, je veux vraiment me lancer un défi pour aller à la rencontre de moi-même, tant sur le plan physique que sur le plan aussi psychologique. Je me dis, l'idéal ce serait de pouvoir le faire en limitant le plus possible mon impact sur l'environnement. Donc je commence tout doucement un peu à dessiner les contours de ce projet. Et me revient une idée qui me trottait dans la tête depuis déjà un certain temps, à savoir la Nouvelle-Zélande. Depuis que l'adaptation cinématographique des livres de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, sont sortis au cinéma, je suis absolument sûr qu'un jour, j'irai en Nouvelle-Zélande. Je veux absolument un jour aller en Nouvelle-Zélande pour voir les paysages et les lieux dans lesquels ces films ont été tournés. Et ces films m'ont bouleversé, c'est mes films préférés. Je veux absolument un jour aller en Nouvelle-Zélande pour découvrir ces paysages. Et donc je me dis, bah tiens, pourquoi ne pas aller en Nouvelle-Zélande? Et je commence à regarder un peu la carte de la Nouvelle-Zélande, mais je me dis, j'ai pas envie d'aller en Nouvelle-Zélande comme tout le monde le fait un petit peu, à savoir, j'y vais, je prends un van, je découvre la Nouvelle-Zélande en van, je fais du woofing. C'était pas ce que je voulais, parce que pour moi le van, c'était ça, j'allais pas à vitesse humaine en fait, et du coup ça me permettait pas de moi d'être dans une sorte de défi physique, et ça me permettait pas aussi d'aller à la rencontre des autres. Et donc du coup, c'était quelque chose qui me convenait pas. Et puis un jour, je me fais cette boutade à moi-même. Je regarde la carte de la Nouvelle-Zélande et puis je me dis, ben franchement, si t'as pas envie de traverser la Nouvelle-Zélande en van, bah tu sais quoi, t'as qu'à le faire à pied.
Puis cette idée, au début qui est une boutade, tout doucement, je commence à y réfléchir, je regarde la carte et je me dis: en fait, ouais, certes, mais où est-ce que je vais bien pouvoir me réapprovisionner en eau et en nourriture? Par où est-ce que je vais bien pouvoir passer pour, éviter de marcher, toute la journée sur des routes carrossables? Où est-ce que je vais bien pouvoir dormir, planter une tente et tout ça? À ce moment-là, en fait, il y a tellement d'éléments inconnus que je me dis: «En fait, non», de prime abord, je mets l'idée de côté parce que je me dis: «C'est pas possible, c'est pas réalisable». Et puis j'ai toujours en moi, dans ma tête, les aventures de Mike Horn, qui me trottent à l'esprit et je me dis: franchement, si Mike Horn, il a réussi à faire le tour du monde en longeant l'équateur, sans moyen, de transport motorisé, est-ce que traverser la Nouvelle-Zélande à pied, est-ce que c'est si irréalisable que ça, en fait? Un jour pas fait comme les autres, je suis assis à mon bureau, entre 2 projets, j'ouvre mon navigateur et je tape 3 mots: «Walking through New Zealand», à savoir, traverser la Nouvelle-Zélande à pied. Le premier résultat qui apparaît dans le moteur de recherche, c'est un site qui s'appelle Te Araroa. Je me rends sur ce site et là je découvre qu'il existe depuis 2011 officiellement une randonnée de 3000 kilomètres qui permet de traverser la Nouvelle-Zélande du point le plus au nord de l'île du Nord au point le plus au sud de l'île du Sud. Et là je découvre qu'il y a toutes les cartes qui sont déjà là, que le tracé est déjà fait complètement, que cette randonnée permet de traverser certains des plus beaux endroits de la Nouvelle-Zélande tout en se ravitaillant en nourriture et ça répond à toutes mes questions logistiques. À ce moment-là, j'ai une certitude en moi qui s'ancre. Ok, je viens de trouver mon aventure en terre du milieu. Le 9 novembre 2016, je me retrouve au phare de Cap Reinga, qui est le point le plus au nord de l'île du Nord et qui est le départ du Te Araroa, le kilomètre zéro du Te Araroa. Autour de moi, il y a une mer d'un bleu incroyable avec une végétation luxuriante et un beau soleil, donc j'ai toutes les conditions idéales qui sont réunies pour commencer ma randonnée. J'ai également un groupe d'amis, Mélanie, Élodie et Adrien, qui sont avec moi. C'est des amis qui étaient en Australie et qui sont venus faire un détour en Nouvelle-Zélande pour m'accompagner pour le début de ma randonnée. Et donc ils sont avec moi, ils m'amènent au kilomètre zéro et ils me motivent avec des paroles bienveillantes. On prend plein de photos, et voilà, c'est vraiment un moment assez incroyable. Dans ma tête, à ce moment-là, je m'étais toujours imaginé que je serais traversé par un mélange d'excitation, de peur, un tourbillon de sentiments. Et en fait, je suis aussi calme que la mer qui m'entoure. Je suis vraiment dans ma bulle et je suis concentré sur mes premiers kilomètres. Et arrive le moment où, voilà, je fais mes premiers pas, je commence ma randonnée par un pas de bachata, comme je l'avais promis à une de mes meilleures amies, et je me lance, je quitte le phare pour me diriger avec mes amis vers le premier sentier. Et arrivé au premier sentier, je leur dis quelque chose que j'avais préparé depuis des mois, à savoir tel Bilbon Saké qui quitte la comté pour retrouver la compagnie des nains. Je me retourne vers eux, je leur dis un dernier au revoir, je leur dis « je pars à l'aventure ». Et là, je me retourne, je me lance vers le sentier qui descend vers la plage et je commence ma randonnée. Je fais les 12 premiers kilomètres vers mon premier point de chute le soir. Donc les 12 premiers kilomètres, c'est un mélange un petit peu de plage, d'herbe et de rochers. Et au bout de quelques heures, j'arrive à un petit kiosque qui surplombe un petit peu la plage. Je monte vers ce kiosque et là je me rends compte qu'il y a déjà une dizaine de randonneurs qui sont arrivés, qui ont monté leur tente. Donc je m'empresse de monter ma tente, de prendre mes affaires pour aller me cuisiner mon premier repas. Et là on commence à discuter, il y a des gens d'un peu partout, États-Unis, Allemagne, France, Angleterre. Et on commence à se raconter nos premières impressions tout en cuisinant et en mangeant notre repas. Et après, on va tous se coucher dans notre tente pour cette première nuit. C'est assez incroyable parce que là, on se dit, ok, on y est, enfin, j'y suis vraiment en fait. C'est plus la préparation là maintenant. Là, je suis dans ma tente, je suis en Nouvelle-Zélande, j'entends le bruit des vagues, je vois un ciel étoilé incroyable avec un beau coucher de soleil en plus pour la première nuit. Et je me dis,
Waouh, ça y est, là maintenant l'aventure elle est lancée, donc il y a un mélange d'excitation et en même temps, c'est le premier jour, j'ai randonné que 12 kilomètres, donc c'est le début, mais je suis encore pas pleinement dans le truc. J'attends que la Nouvelle-Zélande jette à moi tout ce qu'elle a à me donner et donc du coup, de l'excitation et de l'attente. Les 4 prochains jours, je vais randonner sur la 90 Miles Beach, qui est une plage de 85 kilomètres de long. Dès que je commence à randonner, sur cette plage, je me rends assez vite compte que mon sac est loin de l'idéal de minimalisme que je m'étais fait, à savoir que je dois porter à peu près, 17 kilogrammes sur, mon dos. Je me rends très vite compte que c'est lourd et qu'il va falloir que je m'allège un petit peu. Donc dès ces premiers jours, je commence à passer en revue dans ma tête tout le contenu de mon sac et en fait, ce que j'essaye de trouver, ça va être ces objets au cas où, que je prends plus pour conjurer une peur que pour un réel besoin, en fait. Et je commence, un petit peu à me dire: «Bon, bah, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un deuxième pantalon? Est-ce que la pochette de ma moustiquaire de tête, elle m'est vraiment nécessaire? Ou alors, j'ai pris un kit de réparation de tente, mais est-ce que je vais vraiment en avoir besoin?» Je me rends aussi compte que tous les midis, j'essaie de me faire un repas chaud, sauf que on est dans l'hémisphère sud, c'est le début de l'été, et donc en fait, il fait pas très froid. Donc j'ai pas forcément besoin de me cuisiner un repas chaud tous les midis, ce qui me permettrait déjà de porter moins d'alcool à brûler pour mon réchaud. Et arrive le 5e jour, j'arrive à la fin de la 90 Miles Beach. Je me pose dans une petite auberge de jeunesse, dans un petit village qui s'appelle Aipara. Et là, je décide de concrétiser mes réflexions. Je prends un carton et je me dis: «Bon, bah, voilà, je vais déjà mettre un certain nombre de choses dans ce carton que je m'enverrai à moi-même par poste restante à Auckland». Je décide de me séparer déjà de deux trois choses. Donc je mets mon deuxième pantalon, mon étui à lunettes, mon kit de réparation de tente et au fur et à mesure que je remplis ce carton, j'ai un doute insidieux qui s'immisce en moi et je me dis: «Mais est-ce que je suis pas en train de faire une grosse connerie? Ça fait que 5 6 jours que je suis parti. Est-ce que c'est pas déjà un peu trop tôt pour me séparer de tous ces objets?» Mon cerveau, me lance, tous les scénarios catastrophes, qui pourraient m'arriver et que je pourrais éviter si jamais je gardais tous ces objets. J'ai vraiment un gros doute et puis au final je me dis: «Bon allez, en fait, je lâche prise. Je me sépare quand même de ces objets et si ces scénarios catastrophes venaient à se produire, j'improviserai». Après à peu près 2 semaines de marche, j'arrive dans un petit hameau qui s'appelle Waikare et je cherche la maison de Cheryl et Peter Wicker. Je veux absolument aller dormir chez eux parce que sur le site du Te Araroa, ils sont enregistrés comme accueillant des randonneurs et apparemment ils sont très sympas. C'est un couple mi-maori et mi-européen et donc du coup je me dis: «Waouh, j'aimerais vraiment, pouvoir aller les voir, les rencontrer». Donc j'arrive à Waikare en fin de journée. Je traverse un champ et je me dirige vers leur maison. Je passe le portail et là, je suis accueilli par, un chien, 2 chats et 10 poules et le maître des lieux, Peter, qui est un homme d'à peu près 1,70 m, la peau un peu basanée, le teint grisonnant, les cheveux tirés en arrière, une petite bedaine. Moi, il me fait tout de suite penser à un peu un hédoniste italien, quelqu'un qui aurait bien vécu et quelqu'un de très souriant, très accueillant. Il m'accueille, il me fait rentrer sur la propriété et il me fait faire un peu le tour du propriétaire. Donc ils vivent, vraiment, dans un terrain sur lequel en fait ils ont, reconstruit une maison qui avait été délabrée, donc avec des planches, avec de la tôle. Ils vivent, vraiment de manière, très simple. Leur maison, elle est pas très compliquée, la baignoire, elle est carrément, dehors, les WC pareil, c'est un petit coin, à l'extérieur abrité par de la tôle, des toilettes sèches et il me dit: «Bon, bah, voilà, tu peux planter ta tente ici, il y a pas de souci», et Cheryl, revient ce soir, là, elle est en train de travailler donc je plante ma tente, je fais quelques étirements et puis, je mange mon repas avec lui et puis à 20h, à peu près, Cheryl, revient du travail et là, je suis devant une petite femme de 1,60 m, pleine de vie, très souriante, très heureuse de me voir. Elle rentre les courses, chez elle et puis là, elle me dit: «Bah, tiens, écoute, tu veux boire un thé?» Je fais: «Oui, avec plaisir» et puis là, elle me propose un joint et donc du coup, je suis tellement étonné de sa proposition que je dis non, mais en même temps, je fume pas, donc j'aurais dit non dans tous les cas. C'est juste que je m'y attendais vraiment pas. Elle me dit: «Bah, tiens, allez, viens, on va aller discuter dehors sur le perron». Et elle m'explique que là où je suis, en fait, je suis sur des terres maoris et que la maison à côté de laquelle je me trouve, c'est une maison qu'elle a héritée de ses grands-parents et puis de son père.
mais que, étant donné qu'on était sur des terres maoris, elle n'avait pas le droit de vendre la maison ni de tout raser en fait. Avec son mari Peter, ils ont décidé en fait de quitter la ville juste à côté pour reconstruire la maison et venir vivre ici. Ils ont tout reconstruit eux-mêmes. Et ils vivent une vie vraiment très simple. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont l'essentiel et ils en sont vraiment heureux. Ça me touche particulièrement du fait, moi, de ma démarche un peu de minimalisme. Et donc on continue à discuter et elle m'explique un petit peu les coutumes maoris, à savoir que par exemple, lorsqu'on est sur un terrain maori et qu'on veut détruire une maison, on doit pas brûler le bois, on doit l'enterrer. Et aussi que lorsque en fait, quand on est à table, on ne peut pas poser des objets ou alors une partie du corps sur une table qui est censée accueillir le repas. Plein d'histoires comme ça par rapport à la culture maori que je ne connais pas du tout. Et donc, je passe une soirée absolument passionnante à discuter avec elle de plein de sujets différents sur le Te Araroa. Et puis, une fois qu'on est tous les deux assez fatigués, elle retourne dans sa maison pour dormir et moi, je vais m'endormir tranquillement sous ma tente. Et le lendemain matin, je me lève, je vais passer mon petit déjeuner avec eux. Cheryl repart au travail et donc je me retrouve avec Peter. Et en fait, il s'avère que ce jour-là, il y a un match de rugby entre les All Blacks et la France à la télé. Et donc, Peter me dit, viens, on va regarder le début du match ensemble et tout. Et je me retrouve à regarder le haka maori à la télé, mais sur une terre maori en fait. Et c'est assez incroyable de vivre ça, parce que je me dis, waouh, c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Et puis je commence à discuter un peu avec Peter, à lui poser des questions. Et il m'explique qu'en fait, il a été abandonné à la naissance et qu'il a été accueilli par des parents d'origine européenne, de classe moyenne, qui l'ont envoyé dans une école correcte et qu'il a appris un petit peu de français. Et là, contre toute attente, il commence à me chanter « Alouette, gentille Alouette » dans un français parfait, alors avec un petit accent bien évidemment. Et moi, je suis absolument abasourdi de voir cet homme me chanter « Alouette, gentille Alouette » en plein milieu de la Nouvelle-Zélande. Surtout qu'après, il me dit qu'il connaît quelques mots de français, mais en fait, il parle pas du tout le maori. Et donc, on continue à discuter et à un moment, moi, je dois partir et il m'accompagne à la sortie de la propriété, il me fait un grand sourire, il me dit au revoir de loin et moi je regarde cet homme assez incroyable me dire au revoir avec toute sa bienveillance et toute sa gentillesse et je me dis que là, waouh, je viens vraiment de vivre quelque chose d'assez incroyable. Ça fait 2 mois maintenant que je marche. J'ai passé la barre des 1000 km et je suis super content. Assez étonné parce que je pensais pas que je pourrais randonner 1000 km et en fait je me rends compte que j'ai l'impression que je suis parti hier mais en fait ça fait déjà plus de 2 mois que je marche. Et d'un autre côté, il y a une partie de moi qui est un petit peu frustrée parce que l'île du Nord, c'est beaucoup de forêts, un petit peu jungle. C'est vraiment des forêts très denses, avec beaucoup de palmiers, avec beaucoup de végétation qui ressemble un peu à de la jungle. Et j'ai encore pas trop trouvé ces montagnes que j'ai vues dans Le Seigneur des Anneaux. Et j'attends qu'une chose, c'est qu'elles arrivent, mais j'ai un peu cette frustration. Et là, j'arrive au parc national du Tongariro. C'est un lieu qui est composé de plusieurs cratères de volcans, de 3 volcans principaux qui sont le Tongariro, le Ruapehu et Naruroi. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir le volcan Naruroi, parce que le volcan Naruroi, c'est le volcan dont s'est inspiré Peter Jackson pour La Montagne du Destin dans l'adaptation cinématographique du Seigneur des Anneaux. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de voir cette montagne. Je commence ma traversée du nord vers le sud, donc dans le sens inverse dans lequel le font les touristes de manière générale. Je commence à grimper les flancs du cratère nord. J'arrive sur un plateau et là je suis dans un univers absolument lunaire. Je suis vraiment sur un cratère de volcan. Il y a juste quelques touffes d'herbe, mais c'est une terre très volcanique, très brune, très sombre. C'est très calme. À part le bruit du vent, on n'entend pas grand-chose. Et je me dirige vers la jonction entre le
volcan Naruroy et le volcan Tongariro. Et en fait, pour y accéder, il faut monter une sorte de petite montée et redescendre. Et ensuite, on peut voir ces deux volcans. Et donc, je commence l'ascension de cette petite montée et je monte dans la terre volcanique avec mon sac qui fait encore, je pense, bien 14 kilos. Et je galère parce que je fais un pas, mais je recule de 2. Et donc, du coup, je galère à monter cette montée qui en soi n'est pas très haute, mais qui est difficile parce que je patine en fait. Et arrivé en haut de cette montée, je me prends un vent énorme dans le visage au point où je suis presque à 2 doigts de tomber et je suis face à un mur de brouillard. Là où je devrais voir le volcan Naruroy, je suis face à un mur de brouillard et je ne vois rien du tout. Donc je continue un petit peu à avancer, je me bats contre le vent pour continuer à avancer. Je tourne la tête pour voir un petit peu le chemin que j'ai parcouru, les cratères qui sont derrière moi. Et là, je retourne la tête, je regarde devant moi, et en l'espace d'une seconde, le vent a fait s'évacuer tous les nuages. Le paysage est complètement dégagé. Et j'ai en face de moi un volcan absolument magnifique, énorme, ce cône gigantesque qui est couvert de pierres volcaniques sombres, la pierre volcanique tourne vers le rouge au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet. Et là, je me dis, waouh, la montagne du destin, incroyable. Et donc, j'entame ma descente pour me retrouver sur le plateau qui est entre le volcan Tongariro et le volcan Naruroy. C'est un petit plateau recouvert de cendres jaunes. Et là, je marche sur ce plateau. Et j'ai à ma gauche le volcan Naruroy, absolument énorme, fabuleux, magnifique. À ma droite, le Tongariro, qui est un petit peu moins grand, mais qui est tout aussi noble et tout aussi incroyable. Et là, je ressens à quel point je suis petit face à ces géants volcaniques. Mais d'un autre côté, je suis bien là, en fait. Je vibre de cette présence assez incroyable. Et j'ai l'impression d'être vraiment dans une espèce de communion, de ressentir quelque chose d'incroyable, d'être vraiment connecté à cette nature. Et de me dire, waouh, là c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. 15 jours plus tard, je rentre dans le massif des montagnes des Tarahuas, qui est situé au nord de Wellington et qui est un massif de montagnes qui est réputé assez dangereux. En plus de ça, il y a eu des fortes pluies, donc il faut faire très attention parce que ça engendre des crues éclairs et je sais que je vais devoir traverser des rivières et il va falloir que je sois particulièrement précautionneux. Et justement, ce jour-là, je vais devoir traverser un certain nombre de rivières. Donc, je me prépare, je commence ma randonnée et j'arrive à un moment à une rivière qui, en temps normal, ne devrait poser absolument aucun problème. Sauf que là, je vois bien que l'eau est montée, que le courant est beaucoup plus important et en fait, je ne peux pas contourner cette rivière, je dois absolument la traverser. Donc, je me dis, ok, là, il va falloir que je fasse attention. J'essaie de me rappeler des vidéos que j'ai vues sur comment traverser une rivière en toute sécurité. Donc là, je pose mon pied gauche dans l'eau et tout de suite, j'ai une sensation d'eau glacée qui me traverse et l'eau m'arrive aux genoux. Et là, je sens que l'eau est quand même assez forte. Donc, je pose mes bâtons, je m'appuie sur mes bâtons avec mes mains et je pose mon pied droit. J'essaye tout doucement d'avancer, donc je fais des petits pas, j'avance mes pieds au fur et à mesure et je sens qu'il y a cette force incroyable qui vient me pousser sur ma gauche. Et là, je me dis, à un moment, ça me traverse l'esprit, je me dis, si jamais je glisse et je tombe, je me fais emporter. Et là, clairement, je sais pas où ça me mène. Donc j'avance tout doucement, tranquillement, je me rapproche de l'autre côté et à un moment, je pose mon pied droit sur un galet. Et là, le galet se dérobe et mon pied glisse. En un éclair de seconde, je réagis et en fait, je vais décaler mon poids sur mon pied droit de manière à arrêter la glissade et qu'il vienne se stabiliser. Et heureusement, le pied vient se poser contre un galet qui me permet de reprendre ma position et à nouveau de me stabiliser. Et là, je sens des sueurs froides et je me dis, ok, il faut vraiment que je fasse attention. Et donc, je continue centimètre par centimètre, dizaines de centimètres par dizaines de centimètres à avancer dans ce courant d'eau. J'arrive au final de l'autre côté de la rivière, sain et sauf, mais avec vraiment une grosse frayeur parce que si je m'étais fait emporter,
Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus tragique que ça. 2 jours plus tard, je continue ma traversée des terres arroises et là, je me trouve sur une crête assez escarpée et surtout très boueuse. Mon objectif de la journée, c'est de passer d'abord par le refuge de Dracophyllum et de finir ma journée au refuge de Nichols, qui sera donc mon point de chute pour la nuit. Donc je randonne, mais vraiment avec une grosse appréhension parce que je sens que le terrain est très dangereux. La crête est très escarpée, le terrain est boueux, donc j'arrive pas à me concentrer sur ce qui se passe autour de moi, sur la beauté du paysage. Je suis concentré sur « Ok, il faut que je fasse attention là où je mets les pieds ». Donc je marche, et à un moment, je mets le pied sur une motte qui se dérobe, et en fait, je tombe sur le côté droit. Et en soi, la chute n'est pas énorme, c'est juste que je vais tomber de tout mon poids sur mon bâton que je tiens dans la main droite. Et de ce fait, le bâton part en arrière, repousse mon poignet vers l'arrière, et là, je sens un craquement et une douleur fulgurante qui me lance au niveau du poignet. Je crie, j'ai un moment de stupeur, et je me rappelle de ce bruit et je me dis, je me suis foulé le poignet. Et je regarde mon poignet et je vois que j'arrive encore à le bouger. Donc je me dis, bon, ça va, il est pas cassé, mais il y a de fortes chances qu'il soit foulé. Je me remets debout, je reprends mes bâtons et bon an mal an, je continue mon avancée sur cette crête. Sauf qu'en fait, dans mon esprit, il y a un tourbillon qui se passe. En fait, je me dis, oh, mais si je me suis foulé le poignet, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir continuer ma randonnée avec un poignet foulé, je vais devoir arrêter là, c'est pas possible, j'ai pas randonné autant pour m'arrêter en si bon chemin. Et je sens vraiment cette peur, cette angoisse qui commence à naître en moi et je continue à randonner en essayant d'éviter ma douleur au poignet qui se fait de plus en plus sentir. J'arrive au refuge de Dracophyllum. Là, je bois en fait continuellement. Je suis tellement stressé par ma situation que en fait, je suis continuellement en train de boire. Et je me dis, bon, ok, j'atteins le refuge de Nichols et là, je m'arrête là pour la journée. Et en fait, je repars. Et puis, au bout de 45 minutes, je regarde mon application de géolocalisation. Et là, c'est la stupeur. Je me dis, non, c'est pas possible. Donc j'ouvre une deuxième application de géolocalisation qui me confirme ce que j'avais vu sur la première. Je me rends compte que au refuge de Dracophyllum, plutôt que de continuer vers le refuge de Nichols, j'ai fait demi-tour. Et en fait, ça fait 1 heure que je marche sur mes pas et que je reviens en arrière. Je suis tellement dans un état de stress et d'anxiété que je ne me suis même pas rendu compte qu'en fait, j'avais fait marche arrière. Et là, je me dis, ok, je peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc, je reviens au refuge de Dracophyllum et j'appelle les secours qui viennent me chercher en hélicoptère et qui m'amènent à l'hôpital de Wellington. L'hélicoptère, donc, vient me chercher dans les montagnes et puis on décolle en direction de l'hôpital de Wellington. Et là, au fur et à mesure que je prends de l'altitude, je regarde ce paysage. Et en fait, là, je prends conscience de quelque chose, c'est que voir ces paysages depuis un point de vue extérieur, depuis un van, depuis une route, c'est facile. Mais en fait, se confronter à ces paysages de l'intérieur, se confronter à cette nature de l'intérieur, c'est vraiment une toute autre affaire. Et là, je sens que j'ai une espèce de peur un peu viscérale qui se réveille en moi, où je me rends compte qu'en fait, la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Surtout quand on sort un petit peu de notre quotidien aseptisé de nos vies urbaines où il n'y a pas beaucoup de danger et qu'on se confronte à cette nature qui est belle mais qui est aussi rude. Et en fait que dans ces espaces, il suffit d'1 seconde pour que tout bascule. Et donc vraiment, cette nature, elle est vraiment pas à prendre à la légère. J'avais déjà pensé à ça, mais je l'avais considéré de manière intellectuelle. Sauf que là, je venais vraiment de le vivre dans mon corps et dans ma chair, et ça m'effrayait. Début février, je viens de passer à peu près 1 semaine à Wellington et là, en fait, dans ma tête, c'est un peu le tourbillon parce que j'ai une réelle envie d'abandon, en fait. Et pour en parler, j'appelle ma pote Mélanie qui m'avait accompagné au début et je lui explique, je lui dis, ben en fait, voilà, pour l'instant, j'ai encore pas vu les paysages que je voulais voir. En plus, les conditions sont vraiment parfois très difficiles, à savoir randonner des fois plusieurs kilomètres dans la boue, dans 40 cm de boue, les traversées de rivières qui peuvent être dangereuses. Et en plus de ça, je viens de me fouler le poignet. Donc là, je le sais, c'est sûr, l'hôpital, ils m'ont donné une attelle. J'ai le poignet foulé et je me dis, ben en fait, le poignet foulé, ce serait l'excuse idéale parce que qui m'en voudrait d'arrêter à ce moment-là. Je viens de me fouler le poignet et tout le monde pourrait comprendre que je préfère arrêter en fait.
Sauf que j'ai également une autre partie de moi qui se dit: «Non mais en fait, c'est pas possible, tu peux pas arrêter maintenant, tu peux pas être allé aussi loin et t'arrêter maintenant». Surtout qu'en plus, mon poignet est de moins en moins douloureux et je sais que l'île du Sud comporte, certains des plus beaux paysages de la Nouvelle-Zélande et notamment ces paysages que je veux voir. Après, une longue discussion avec mon ami, j'en conclus qu'en fait non, il faut que je continue, que je commence au moins l'île du Sud et je verrai en fonction de si ça correspond à ce que j'attends, je continue et puis sinon, j'abandonne. Donc je décide de continuer, je termine l'île du Nord, je passe le détroit de Cook en bateau et je commence l'île du Sud et là, le paysage change complètement, c'est-à-dire je me retrouve dans un paysage qui est beaucoup plus montagneux, à savoir les Alpes néo-zélandaises. En plus avec un temps magnifique et là vraiment je m'éclate. Là, c'est vraiment les paysages que je voulais voir. Je suis vraiment reboosté, remotivé. En plus, j'ai encore allégé un petit peu mon sac, donc là je suis vraiment dans les meilleures conditions pour reprendre mon aventure. Et à un moment, j'arrive à un col qui s'appelle le col de Wayo. Donc je passe le col de Wayo et je le laisse derrière moi et j'arrive dans une vallée très étroite dans laquelle coule la rivière de Wayo. De chaque côté, il y a vraiment une rangée de montagnes qui vraiment vient façonner cette vallée. Et donc, je commence ce jour-là à randonner dans la vallée d'Oyo. Donc, je longe les montagnes et je longe la rivière. Et à un moment, la vallée s'élargit et je vois apparaître devant moi un champ d'herbes dorées absolument magnifique. Je suis tout seul, donc c'est hyper calme. Et il y a un vent qui se lève et le soleil s'est levé un tout petit peu avant. Ces herbes resplendissent d'un jaune doré absolument magnifique et avec le vent, il se forme une espèce de danse dans les herbes un petit peu hypnotique. Et moi, je marche à travers ce champ assez incroyable. Et là, la rangée de montagnes qui est à ma droite s'interrompt. Il y a un petit peu comme une coupure qui donne lieu à une nouvelle petite vallée. Et quand je regarde en direction de cette vallée, il y a une énorme montagne qui me donne un peu l'impression d'une proue de bateau qui avance vers moi, avec sur son sommet de la neige. Et en fait, là, je m'arrête. Et je regarde autour de moi et dans cette vallée, c'est marrant parce qu'il y a des chevaux sauvages qui courent en toute liberté. Et dans un coin, il y a une petite ferme qui est installée là. Et je m'arrête et je m'imprègne de ce paysage absolument magnifique, de ce calme. Et en fait, je me dis en moi-même, la personne qui vit dans cette ferme et qui a la chance, le privilège de pouvoir voir ces paysages absolument magnifiques tous les jours, en fait, cette personne, c'est la personne la plus riche au monde, en fait. C'est incroyable de pouvoir profiter de paysages vraiment aussi magnifiques tous les jours. Et donc, je sens vraiment une profonde sérénité s'installer en moi. Et je me dis que, en fait, j'ai vraiment, vraiment bien fait de continuer parce que ces paysages sont absolument incroyables et que c'est vraiment les paysages, les montagnes un peu que je voulais voir. Là, je suis dans le kiff total et vraiment, je sens que j'ai profité à fond de mon aventure. Une quinzaine de jours après, j'ai randonné là à peu près 2300 km et je me dirige vers la rivière Rangitata. Je me retrouve à un moment sur une petite colline qui surplombe une longue vallée. Et au loin, au bout de la vallée, je vois justement la rivière Rangitata qui est au pied d'une vaste chaîne de montagnes absolument magnifique, avec des sommets enneigés, vraiment des montagnes un peu comme on pourrait voir dans les Alpes. Je commence à descendre dans cette vallée et là, il y a quelque chose qui me frappe. Là, je me dis « Waouh !» Je me croirais dans le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que là, les montagnes, les champs, tout me fait penser au Seigneur des Anneaux. Je sors mon téléphone, je branche mes écouteurs et je choisis une des musiques qui me plaît le plus du Seigneur des Anneaux et je commence à l'écouter. Je suis transporté en l'espace d'une seconde dans l'univers cinématographique du Seigneur des Anneaux et en quelques secondes, je vois apparaître autour de moi, dans ce paysage magnifique, les cavaliers Rohirrim qui sont sur leur destrier et qui se dirigent vers sans doute une bataille proche. Je peux voir Aragorn, le nain Gimli, l'elfe Legolas qui court dans les plaines du Rohan pour retrouver Merry et Pippin qui ont été enlevés par les Uruk-hai. Et là, à ce moment-là, il y a une sensation intense qui me traverse et qui me bouleverse et je sens des larmes de joie, des larmes de bonheur qui me montent aux yeux et j'essaye même pas en fait de les arrêter. Je pleure de bonheur
Parce que là, à ce moment précis, je me rends compte que le rêve, il est devenu réalité. Je sens vraiment au fond de moi, dans mon cœur et dans mon âme, que je suis exactement là où je suis censé être. Dans toute l'immensité de l'univers, je me trouve dans ce petit coin de la Nouvelle-Zélande, mais à ce moment précis, je suis exactement là où je suis censé être. Je suis vraiment à ma place. Et en fait, il y a 2 ans de ça, j'ai fait un choix absolument incroyable de tout quitter pour traverser la Nouvelle-Zélande, pour réaliser un rêve. Et là, je sens au plus profond de mes entrailles que ce rêve, je suis en train de le réaliser et là, je suis vraiment en train de le vivre. 15 jours plus tard, c'est le 156e et dernier jour de mon aventure. Je me trouve dans une ville qui s'appelle Invercargill et je me dirige vers la petite ville de Bluff qui est le point le plus au sud de l'île du Sud et qui est la finalité du Te Araroa. J'ai retrouvé des randonneurs que j'avais rencontrés plus de 2000 km avant et donc du coup on décide de faire la route ensemble et en fait la route en soi elle est pas hyper sexy parce que c'est tout simplement marcher le long d'une autoroute, mais qui pour nous serait plutôt une départementale, vers la ville de Bluff. Donc j'accompagne un petit peu ce groupe, et au fur et à mesure que je marche, je me rends compte aussi que mon sac, il est quand même beaucoup plus léger que ce que j'avais quand j'étais parti, à savoir qu'il doit faire à peu près là peut-être 8-9 kilos, peut-être même encore moins, parce que j'ai pas pris énormément de nourriture vu qu'il me reste plus qu'1 jour. Et je me dis que c'est quand même assez incroyable d'être parti avec 17 kilos et de finir avec peut-être plus que 8-9 kilos. Et je me rends compte en fait un peu de ce processus qui s'est passé en moi pour en arriver là. À savoir qu'au début, voilà, j'étais parti avec pas mal de peurs, les peurs de l'inconnu. Et en fait, j'avais mis dans mon sac des objets pour parer à ces peurs. Et en fait, les randonneurs, ils ont une phrase pour résumer ça, c'est qu'on remplit notre sac à dos de nos peurs. Et c'est vraiment ce que j'avais fait. Et puis au fur et à mesure que j'ai randonné, je me suis rendu compte que j'avais été peut-être un peu trop pessimiste par rapport à tout ce qui pouvait m'arriver. J'ai confronté ces peurs à la réalité et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de peurs qui n'étaient en fait que des angoisses et qui ne se sont jamais réalisées. Mais en plus de ça, cette aventure, ça m'a fait prendre conscience que lorsque j'étais face à une situation, j'étais capable d'une grande capacité d'improvisation et que c'est pas parce que j'avais pas tel ou tel objet que en fait j'étais pas capable de m'en sortir. En faisant ça, j'ai vraiment lâché prise de ces peurs. Je me suis libéré du besoin de porter les objets que je portais pour surmonter ces peurs. Et donc, au fur et à mesure, mon sac il s'est allégé, mon esprit est devenu beaucoup plus apaisé et ma randonnée est devenue plus agréable. Et donc, me voilà ce dernier jour avec ce petit groupe et on arrive à Bluff et on arrive à Stirling Point. Stirling Point, c'est vraiment le point final. C'est un panneau avec des flèches peintes en jaune qui indiquent les directions des grandes capitales du monde. Et ça y est, on est arrivé. Donc, chacun de nous, l'un après l'autre, on serre le panneau dans les bras. Il y en a qui pleurent, on prend des photos. C'est incroyable. On a traversé la Nouvelle-Zélande à pied sur 3000 km. Après la fin de ma randonnée, je décide de me reposer quelques jours dans une petite ville qui s'appelle Dunedin, qui est au sud-est de la Nouvelle-Zélande, donc de l'île du Sud, pas très loin de là où j'ai terminé le Te Araroa. Je m'y rends un petit peu pour me poser, pour vraiment faire un petit peu le bilan de mon expérience, et puis pour découvrir aussi la ville. Un après-midi, je me promène et je me promène le long des docks qui en soi sont pas terribles, enfin c'est des docks quoi. Mais j'avais envie de découvrir cette partie de la ville et donc je me promène et je vois un voilier qui m'interpelle. En fait, c'est pas forcément le voilier qui m'interpelle, c'est le sponsor qui est plaqué dessus, à savoir Mercedes. Et puis je me fais cette réflexion, je me dis tiens, c'est marrant, Mercedes c'est un sponsor de Mike Horn. Puis je regarde le voilier, et puis je me dis tiens, c'est quand même fou, ce voilier me dit quelque chose. Et donc j'essaie de me rapprocher du voilier, mais il est sur une partie des docks qui est fermée, donc je peux pas y accéder. Donc je fais le tour, je contourne un hangar, et là je vois une petite porte dans un grillage qui est ouverte, donc je passe la porte, je me rends sur le quai, je me rapproche du voilier, je vois marqué sur le voilier « Pole to Pole, mycorn.com ». C'est pas possible. C'est pas possible, c'est le voilier de Mike Horn. Et là, j'en crois pas mes yeux. Je me dis, non mais, c'est incroyable. Là, je suis devant le voilier de Mike Horn, et ça se trouve, il est là, en fait. Et je regarde le voilier et je vois que dans le cockpit, il y a des adultes qui sont en train de discuter, en train de boire un coup. Et puis, il y a 2 enfants qui jouent à l'arrière du bateau. Je fais,
les 100 pas devant le voilier, je fais des photos du voilier et tout ça. Et à un moment, il y a un adulte qui sort à l'arrière du voilier. Je me dirige vers lui et je lui dis c'est bien le voilier de Mike Horn? Et là, le gars, il me regarde et il me dit oui, oui, c'est bien son voilier, mais par contre, il est pas là. Je lui dis ok, d'accord. Et à ce moment-là, j'ai une intuition, je me dis ce mec, il me raconte des bobards. Donc, je dis ok, je continue à faire les 100 pas devant le voilier. Et puis, à un moment, les enfants se dirigent vers l'arrière, vers le bateau de sauvetage, et il y a un adulte qui sort du cockpit, qui se dirige vers les enfants et qui leur explique à quoi sert le bateau de sauvetage. Et là, je regarde cet adulte. C'est Mike Horn en personne. Et là, je suis figé, j'arrive pas à en croire mes yeux. Une fois qu'il a fini de leur expliquer, il revient vers le cockpit. Forcément, il me voit. Il y a un mec sur le quai en train de fixer son bateau. Et il le voit et il se dirige vers moi. Et là, je lui dis, écoutez, je suis un grand fan de ce que vous faites. J'ai lu vos livres et tout. Et là, il descend de son bateau. Il vient me voir et il vient discuter avec moi. Et je lui explique que, voilà, je viens de traverser la Nouvelle-Zélande à pied sur 3000 km. Que cette aventure-là, mon aventure, elle a été en grande partie influencée et inspirée de son aventure. Et donc, il est super touché et il me raconte, lui, là, d'où il vient, où est-ce qu'il va, quelle va être sa prochaine aventure, le fait qu'il s'arrête un petit peu en Nouvelle-Zélande. Et moi, j'arrive pas à y croire. Je suis en train d'avoir une conversation avec Mike Horn. On se raconte nos aventures. C'est assez fou. Et puis, voilà, je veux pas non plus l'accaparer de trop. Donc, je le remercie. Je lui dis que c'est incroyable ce qu'il fait, qui m'a vraiment bouleversé par ses histoires et qui m'a vraiment inspiré par ses aventures et qu'il faut qu'il continue à inspirer des millions de personnes à travers le monde par ses aventures. Et là, il me serre la main et il met son autre main sur son cœur et il me dit merci beaucoup, ça me touche vachement ce que tu me dis. Là, je suis aux anges. Là, c'est incroyable. Et du coup, il repart sur son bateau. Et moi, je repars sur ma balade et j'arrive pas à y croire. Je viens de rencontrer Mike Horn. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je suis rentré de mon aventure en Nouvelle-Zélande. Ma vie a pas mal changé, à savoir que je ne travaille plus du tout en tant que traducteur et chef de projet. J'ai décidé de faire une reconversion professionnelle. Et cette reconversion professionnelle, elle a été pas mal inspirée justement de mon aventure, dans le sens où je me suis dit, si j'ai réussi à traverser la Nouvelle-Zélande à pied sur 3000 km, rien n'est impossible. Donc pourquoi pas changer de métier? Et donc j'ai à nouveau décidé de suivre un petit peu mes passions, ce qui faisait sens pour moi. J'ai décidé de me reconvertir en jardinier. Désormais, je travaille en tant que jardinier dans la petite ville que j'habite avec ma compagne et je suis vraiment très heureux parce que je suis en accord avec mes valeurs. Je travaille toute la journée dehors, au contact des plantes, au contact de l'environnement et ça me plaît énormément. À côté de ça, j'ai pas abandonné ma passion pour la randonnée longue distance, mais cette fois, je pars un petit peu moins loin et je pars moins seul puisque j'ai récemment terminé le chemin de Compostelle avec ma compagne qu'on a randonné en plusieurs années par section. Ce voyage, ça m'a vraiment transformé puisque même vraiment intérieurement, ça m'a nourri surtout dans cette quête de sens, à savoir que à travers ce voyage, j'ai compris l'importance d'écouter mes intuitions. Également l'importance de ralentir, surtout dans une société qui essaye toujours de nous faire accélérer. Vraiment de ralentir pour essayer de vivre chaque instant en pleine conscience, de vivre vraiment l'instant présent. J'ai fait l'expérience d'une certaine forme de bonheur qui naît d'un dépouillement et en fait de la simplicité qui n'est pas liée au fait de posséder beaucoup de biens matériels. Et surtout, j'ai réalisé mon rêve. Et pour ça, je pense que en fait, l'univers m'a récompensé en me faisant rencontrer justement Mike Horn, cet homme qui m'a tellement inspiré. Et maintenant, en fait, je me rends compte que quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 361, un témoignage recueilli par Benjamin Septem-Ours. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale,
Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage et habillage musical, Mona Delahaye. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.